Alors, une chose intéressante, on en parlait du transgenre, mais on va parler d'une autre importation. Vous savez, là, il y a les importations du wok, et puis il y a les importations, effectivement, de produits comment on ne les a pas en France, ces produits-là. De quoi je vais parler? Du lait et du poisson. Comment du lait et du poisson, on en manque en France? Il paraît que oui. Pourquoi? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Me font les vaches font me font les vaches font me. Elle broute, elle mange, elle mâche la pelouse. Oui, elles font meumeux, mais en ce moment, elles font pas beaucoup meumeux. Parce qu'il se passe des choses assez extraordinaires. Vous savez, on a l'impression quelquefois qu'on vit en Absurdistan. C'est vrai, on ne sait pas. On ne sait pas très bien. Des décisions se prennent, on en parle tous les jours. Et on se dit, mais pourquoi ils prennent des décisions pareilles? Alors pourquoi? Oui. Quand on creuse, on sait pourquoi, mais en attendant, par exemple, l'Union européenne vient de donner le mois dernier son feu vert final à un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, je vous le rappelle, ça s'appelle l'Australie, c'est pas l'Union européenne, La Nouvelle-Zélande, c'est à 25 heures d'avion d'ici, Eh bien, pour les échanges commerciaux, faire des échanges commerciaux avec le monde entier, et ça entrera en vigueur début 2024. Alors, de quoi cet accord va être fait avec la Nouvelle-Zélande et en quoi ça nous concerne, puisque la France fait partie de l'Union européenne? Eh bien, c'est très simple. On prévoit une quasi-élimination des droits de douane sur les kiwis, les oignons, les pommes, le poisson, le vin, le miel, ainsi que sur des quantités limitées de fromage, de lait et de viande ovine et bovine. Comme chacun sait, en France, on n'a ni pommes, ni poissons, ni vin, ni miel, et le fromage, n'en parlons pas, du lait et de la viande ovine et bovine. Non, on n'en a pas en France. Et voilà, on signe un accord avec la Nouvelle-Zélande, c'est l'Union européenne qui signe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Jérémy Jallat, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du dossier du lait chez les jeunes agriculteurs. Expliquez-moi un peu, parce que ça semble tout à fait étonnant. Enfin, on le sait, c'est pas nouveau, mais aller jusqu'à Nouvelle-Zélande demain, je ne sais pas, on ira à Bali peut-être pour prendre des noix de coco. De quoi s'agit-il? Comment vous, agriculteurs, vous percevez cela? Nous, on perçoit que encore une fois, l'agriculture, elle est troquée contre d'autres choses, on va dire des produits industriels ou qui sont issus de l'automobile. Et là, on a des contingents en fait à taux zéro qui vont rentrer d'un certain nombre de produits. Vous l'avez dit. Ouais. Nous, ça va nous poser un souci parce que ça va venir en concurrence directe avec nos produits français et européens. Et on est dans un contexte très particulier parce que voilà, on subit quand même le changement climatique. On a un problème d'attractivité de nos métiers du lait aussi, qui font que on a une décapitalisation des cheptels bovins français, et on a aussi une baisse de production. Alors après, les auditeurs vont peut-être se dire c'est bien parce que du coup on va baisser le cheptel, mais on va aller chercher du lait ailleurs, donc on a sauvé le problème. Mais en fait pas du tout, parce que il faudrait qu'on ait des conditions de production qui soient optimales et que justement on ait des politiques publiques qui les encouragent. Et du coup, en faisant ce genre de choses, c'est pas du tout ce qu'on fait, quoi. On envoie un message complètement inverse, quoi. Alors justement, Jérémy Jallat, pourquoi d'abord il y a le problème sur le lait et le cheptel bovin? Pourquoi il y a ce problème-là? Pourquoi il y a une diminution, une raréfaction, etc.? C'est dû à quoi? Alors, il y a plusieurs facteurs. Déjà, le premier, c'est si vous voulez, on a eu quand même la période Covid. Qui a mis des tensions sur les marchés, etc. Ouais. Et derrière, le conflit russo-ukrainien qui, là, a catalysé l'inflation et du coup a fait augmenter toutes les matières premières, tous les intrants que les agriculteurs achetaient, et aussi tous les emballages et les ingrédients que les industriels utilisaient pour, on va dire, transformer nos produits. Donc voilà, derrière, ça a poussé à l'augmentation des prix, mais des prix aussi chez nous. Des prix sur les carburants, des prix sur les engrais, des prix sur l'alimentation du bétail. Et j'en passe. Vous voulez dire, tout a été impacté, quoi, par ça. Tout a été impacté. Nous, on a eu quand même une bonne revalorisation, mais qui a mis du temps, si vous voulez, parce qu'on sait qu'en France, les remontées de prix dans les rayons, et vu que les négociations sont annuelles, se font beaucoup moins vite que par exemple en Allemagne. Du coup, on a eu du temps à retrouver de l'argent finalement qu'on avait
qu'on avait investi avec l'augmentation de ses charges, sans finalement retrouver ses petits, on va dire, par le produit qu'on vendait. Du coup, ça a mis du temps. Donc, qu'est-ce que les éleveurs ont fait? Ils ont décapitalisé, ils ont vendu finalement des bêtes qui étaient peut-être en fin de production, etc. On va dire pour l'abattage. Hein. Ouais. Et derrière, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y avait aussi une histoire d'élevage on va dire, de jeunes qui pouvaient renouveler ces vaches. Donc en fait, c'est pas de l'industrie, ça, c'est du vivant, donc ça revient pas en claquant des doigts. Ouais. Donc la production, elle a pas redécollé tant que ça depuis ce temps-là, malgré que les prix soient attractifs aujourd'hui. Ouais. Donc on parle sur les 10 derniers mois là de 2022 de 4,8% de baisse de production comparé à l'année 2023. 2023, pardon, 10 premiers mois de 2023, donc comparé à 2022 qui était déjà en baisse. Si vous voulez, par rapport à l'année d'avant. Donc voilà, on cumule les baisses d'année en année. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant, là, je tiens à y revenir parce que c'est très important. On va manquer de lait. Alors aujourd'hui, on a 36% du lait, nous, qui est exporté. Alors vous allez dire qu'on va pas manquer de lait, il n'y a pas de souci, mais en fait, le souci, c'est qu'on s'est rendu compte que on a des mois qui sont plus en tension au niveau de la consommation. Ouais. Et on a des mois, si vous voulez, avec la saisonnalité, avec l'herbe, etc. au printemps, où on a plus de lait. Donc c'est pour ça qu'en fait que ces 36%, ils sont là. Et on se rend compte qu'il faudra toujours un peu de marge pour pouvoir toujours fournir en fait nos citoyens. Et du coup, en fait, là, moi, je suis aussi interprofession laitière et on se rend compte qu'avec les différentes perspectives qu'on a, on pourrait manquer de lait en 2027. Mais pour plusieurs raisons. Donc un problème d'attractivité du métier d'éleveur laitier aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi maintenir un prix rémunérateur, mais pas que, aussi pour attirer de nouveaux profils dans notre métier. Et le souci, si vous voulez, c'est que voilà, on a quand même 55% des éleveurs laitiers qui vont partir à la retraite d'ici 2030. 55%, et du coup, si on renouvelle pas ces actifs, mais tout à fait. C'est quasiment la moyenne des agriculteurs qui vont partir en retraite. C'est à peu près ça dans toutes les filières. Donc vous dites si on ne renouvelle pas l'attractivité du métier, il y aura plus personne, enfin ou pas grand monde, quoi. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a les personnes qu'on va pouvoir attirer qui sont dans le cadre familial pour leur donner un bon signal, leur dire le prix, les rémunérateurs. Donc effectivement, tu reprends la ferme de tes parents, mais on sait que ces gens-là ça sera peut-être moins important que les dernières décennies. Et on sait qu'il va falloir aussi trouver de nouveaux profils pour remplacer ces actifs. On fera peut-être pas du 1 pour 1, mais il faudra si vous voulez, qu'on continue de produire pour tout simplement fournir l'alimentation aux Français, quoi. Hein. On est dans le pays du fromage, donc voilà. Oui. Du fromage, de la viande, du lait, etc. Mais alors, écoutez, alors comment vous expliquez-vous, enfin comment vous ressentez vous et parce qu'en même temps, je sais pas si vous tenez au courant, mais je suppose que oui. Vous avez vu qu'en Allemagne, il y a une espèce de révolte, mais de masse des agriculteurs. On a des correspondants en Allemagne qui nous en parlent. C'est énorme. Je veux dire, en France, ça ne se sent peut-être pas encore, mais en tout cas en Allemagne, il y a des cortèges de dizaines de milliers d'agriculteurs qui encombrent les routes, et il paraît que le 8 janvier, donc lundi prochain, ça va être également énorme. Alors qu'est-ce qui fait d'abord, je ne sais pas si vous êtes le cours, mais est-ce que qu'est-ce qui fait que les agriculteurs allemands sont beaucoup plus mobilisés, en tout cas apparemment, que les agriculteurs français, à votre avis? Je sais pas bien. Après, je sais qu'ils ont eu des baisses de prix qui ont été plus rapides au niveau du prix du lait, les prix de leur voilà, énorme. Nous, on a réussi à maintenir parce qu'en fait, on n'est pas trop sur les mêmes marchés, et eux, comme je vous ai dit, ils ont une réactivité en rayon qui est plus importante. Donc si vous voulez, quand on prend la moyenne des 12 derniers mois sur le prix du lait, ils sont encore au-dessus parce qu'ils ont fait une bonne année, on va dire, 2 premiers trimestres 2023, pardon, qui est assez bonne. Ouais. Et maintenant, ils subissent finalement, il y a certains intrants qui ont baissé, donc il y a des prix qui sont trop bas encore pour couvrir, je pense, en coût de production et leur rémunération. Donc je pense que c'est ça la colère, mais pas que ça. Elle peut aussi s'inscrire, si vous voulez, avec les actions nous qu'on a menées chez Jeunes Agriculteurs, donc avec le slogan On marche sur la tête, pour dire nous finalement la concurrence extra-européenne, on en a marre qu'on fasse rentrer des produits qui viennent concurrencer nos produits français, qui respectent pas les normes, qui font du dumping social et environnemental, donc de la distorsion de concurrence en d'autres termes, et malgré tout ça, voilà. Et du coup, je pense que le contexte est différent en Allemagne. Ils ont des fermes qui sont quand même beaucoup plus grosses, avec potentiellement des économies d'échelle qui sont plus importantes, mais par contre, ils ont aussi des baisses de prix ces derniers mois, et je pense que
que c'est ça en fait qui dénonce, c'est leur perte de rémunération tout simplement. Et Jérémy Jallard, est-ce que alors vous, pour vous, par exemple, cet accord avec la Nouvelle-Zélande, considérez quand même que c'est-à-dire c'est une complémentarité ou vraiment un coup de poignard quelque part vis-à-vis de l'agriculture française, très franchement? Moi, je pense que c'est un coup près de plus qui se rajoute avec ce que je vous ai dit, avec ce concurrence qu'on a aussi intra-européenne. Je tiens à le préciser parce que on n'est pas aligné ni social ni fiscal. Donc ça vient en plus et ça vient concurrencer. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on va peut-être pas le voir dans les rayons des grandes surfaces parce que je tiens à le dire ici quand même. Depuis 10 ans, ils sont relativement quand même. Je parle pas de leur marge, etc. Mais je parle de l'origine. En tout cas, la transparence sur l'origine. Les Français, de toute façon, arbitreront pour. On sait qu'ils le font moins depuis l'inflation, qu'ils ont baissé en gamme, mais de toute façon, on voit que si ça vient de l'autre bout du monde, ils arbitreront quand même dans leurs achats. Du moins, je l'espère. En tout cas, c'est eux qui ont ça entre les mains. Oui. Et du coup, je pense que là, ça fera la différence. Par contre, c'est la restauration hors domicile. On sait que là, dans les contingents qui nous annoncent, on a quand même de la poudre de lait pour potentiellement des ingrédients industriels. On a aussi du beurre et tout ce qui peut dépendre aussi de la crème, etc. Donc, on sait que ça se verra pas quand dans la restauration hors domicile. Je pense d'ailleurs aux restaurants d'entreprise, aux cantines, malgré tout, qui essayent de faire des efforts. Les cantines, essayent, mais c'est pas toujours facile d'équilibrer les budgets. Et donc, du coup, je pense que c'est là, en fait, où on mange de l'agneau. Il faut le dire, Néo-Zélandais, on en mange déjà. Ouais. Mais là, en fait, ils comptent augmenter de 38 000 tonnes. Donc à taux zéro, absolument, puisque... Et donc avec 30% de viande fraîche et 70% de viande surgelée. Donc en plus, on va consommer de l'énergie pour ramener cette viande surgelée pour faire 20 000 km. Oui, de Nouvelle-Zélande, c'est pas mal. Oui, c'est 20 km, comme vous dites. Oui, c'est bien. C'est bien pour l'énergie. De toute façon, c'est l'antipode de la France. Auckland, c'est Séville, donc il faut tout à fait comprendre que c'est l'autre bout de la terre. Mais franchement, avec tout ce qui s'est passé, avec la guerre en Ukraine, avec le Covid, avec toutes les tensions qu'on a eues sur certains produits, que les Français aussi ont subi quand ils ont fait leurs courses, soit sur le prix, soit sur les pénuries. On compte sur cette nourriture qui vient de l'autre bout du monde. Mais est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que franchement c'est une logique moi, je pense que c'est la logique du monde d'avant, en fait, tout simplement, et que c'est cette Union européenne qui est en train de se saborder, en fait, tout simplement. Elle se saborde et elle sacrifie son agriculture. Aujourd'hui, on le sait très bien, ils voulaient faire plus vert. Ils ont lancé le Green Deal, ils avaient fait des estimations, ils disaient, on aura des pertes entre 10 et 15% sur les productions si on met en place ce Green Deal, parce que c'est une baisse de... on a vu le résultat. Voilà. On a vu le résultat. Et aujourd'hui, ils continuent, en fait, d'appliquer leur politique dans ce monde qui est déréglé au niveau climatique et géopolitiquement aussi. Cette politique ultralibérale qui mise, en fait, à sacrifier tout simplement les produits agricoles pour vendre, moi je sais pas, des voitures allemandes ou en fait c'est du faux ultralibéralisme, c'est une autre question. C'est vrai que ce qui est assez terrible, vous voyez, pour nous, enfin, on fait le choix, mais moi, quand je pense, je me dis, et je suis pas le seul, je me dis qu'on a ce qu'il y a en France du point de vue de l'agriculture, et qu'on va nous faire importer de Nouvelle-Zélande à 30 000 kilomètres, effectivement, 20 kilomètres, des produits. C'est intéressant. Au-delà même de l'écologie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas capable de nous occuper de nos propres richesses? C'est ça qui est hallucinant. Merci, Jérémy Jallard, en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant.